Allô, allô, bonsoir tout le monde et bienvenue à Between Two Heads, entre deux têtes. Je suis Rose Cathy Handy, CEO de Breton Call. Je reviens ici chaque semaine, les mercredis à 19 heures. Vous savez que qu'il pleuve ou qu'il neige, même s'il faut que je rampe, je vais être ici tant qu'il est 19 heures le mercredi. Je suis ici avec un invité. Comme vous savez, ce programme, cette conversation, on l'a fait dans le cadre de notre programme Breton Call, qui est notre programme vraiment phare, où il y a d'un côté, il y a l'académie, où on offre de la formation pour des femmes qui veulent devenir des tresseuses professionnelles. C'est une formation de 15 semaines. À la fin, il y a une certification professionnelle, un certificat professionnel qui leur permet d'ouvrir leur salon. Ils peuvent ouvrir son salon de tresse ou son service de tresse ou le service autour des tresses. Alors, la prochaine cohorte, ça commence en janvier, donc je vous encourage à aller sur le site britoncall.com si vous êtes intéressé à devenir tresseuse professionnelle. Mais aussi, à côté de l'académie, on a aussi le service pour accompagner justement celles qui finissent la formation et qui ont envie de lancer leur service ou qui ont lancé leur service et qui ont besoin d'appui autour de l'entrepreneuriat, autour des finances, autour de la technologie, autour de la gestion de service à la clientèle. C'est tout cet appui-là qu'on leur donne pour s'assurer qu'elles réussissent et qu'elles se maintiennent dans leur service. D'ailleurs, vous savez qu'on a notre bootcamp, le Business Bootcamp qui arrive les 28 et 29 novembre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, allez sur le site bretoncall.com pour que vous puissiez vous inscrire et puis indiquer aussi à d'autres personnes. Vous n'avez pas besoin d'avoir pris la formation. On a ouvert la possibilité à même des personnes qui n'ont pas pris, hommes ou femmes, n'avaient pas pris la formation chez nous pour participer au bootcamp. Si vous avez un business dans les services, peu importe, que ce soit au niveau de la beauté esthétique ou l'habillement, le photographe, création de sites Internet, et que vous avez besoin de renforcer votre capacité dans tout ce qui est attirer et garder les clients parce que hey, c'est le nœud de la guerre. C'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour vous de participer. Il va y avoir des présentateurs experts qui vont vous accompagner dans toute cette question d'attirer et de garder les bons clients et les clients qui vont rester avec vous pendant longtemps. Alors, c'est le 28 et 29 novembre au Hilton Garden Inn à Mississauga, celui qui est à l'angle de Eglinton et Tompkins. Je dis ça simple, comme ça fait que vous ne pouvez pas vous perdre si vous ne vous souvenez pas. Cette fois-ci, le bootcamp est gratuit, donc profitez-en. C'est sur 2 jours, mais c'est vraiment nécessaire parce que c'est intensif, beaucoup d'ateliers et beaucoup de présentations pour vraiment appuyer nos personnes qui sont en entreprise ou qui veulent se lancer en affaires, mais aussi pour accompagner nos femmes qu'on a formées et qui ont lancé leur service ou qui sont sur le point de lancer leur service. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je veux passer le maximum de temps avec notre invité. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un monsieur et je pense que on a un monsieur de taille. Chaque fois, on a des invités exceptionnels. Aujourd'hui, c'est aussi un invité exceptionnel. Au-delà du fait il a des tresses. On va en parler tout à l'heure. Et c'est vraiment un invité parce que je découvre qu'il vient du Cameroun comme moi. C'est pas un secret, donc ça me fait plaisir. Et en plus, il m'a dit qu'il parle Bassa. Alors, il me dit qu'il parle Bassa. Alors, Brice Cameroun, comment ça va? Ça va super bien, Rose. Merci beaucoup. Et toi? Oui, je vais très, très bien. Ça me fait plaisir de t'accueillir dans notre bavardage hebdomadaire. Et puis, je suis vraiment heureuse que tu as décidé de te prêter au jeu, d'être ici. C'est vrai que je viens de lancer que tu viens du Cameroun, mais peut-être que tu peux nous parler toi-même d'où tu viens, comment tu as atterri au Canada, et on va partir de là.
Merci beaucoup. Merci à toi, Rose. Et puis merci aussi pour ce beau concept. Je pense que euh, moi, en tant que professionnel de la prise de parole, de la communication, ben, je sais à quel point des pépites peuvent sortir de simples échanges, des gens qui échangent de façon tout à fait banale autour du feu au village ou bien autour d'un écran comme celui-ci. Et puis, un mot, une phrase, un bout d'histoire, ça peut contribuer à changer la vie de quelqu'un. Donc, je te remercie pour ce beau concept. Je pense que c'est super pertinent de pouvoir avoir ce genre de concept où on peut s'exprimer en toute liberté, sans protocole particulier. Et donc, Oui. pour parler de moi, d'où est-ce que je viens? Effectivement, je viens de Cameroun. Je suis au Canada depuis seulement 6 ans, depuis 2019. C'est à la fois challengeant et super enrichissant de vivre l'expérience migratoire parce que ben, ce déplacement-là, on, on part, on laisse nos proches avec des réalités assez particulières dans le style de vie, dans la façon de vivre, et puis on arrive ici, on fait face à une réalité, il faut s'adapter, il faut s'intégrer, il faut essayer de prendre sa place, apporter sa contribution pour bâtir cette belle terre d'accueil, parce qu'on est venu ici pour contribuer, on a été sélectionné pour ça, donc du coup, Oui. on se dit une fois sur place, il faut pouvoir apporter sa contribution, donc... c'est comment est-ce que j'arrive là? Moi, à la base, je viens ici parce qu'on dit l'expression qui prend femme prend pays. Et donc, J'essaie d'imaginer où tu veux en venir. et peut-être tu vas voir que ça ne sera pas dans ce sens-là parce que effectivement, parfois les gens disent, pensent, au début quand je dis ça, les gens ont l'impression que peut-être que ma femme est d'ici. Oui, Euh, que tu as suivi ta femme, c'est ce qu'on je comprend suis tout de suite. exact. J'ai suivi ma femme, elle est du Cameroun, mais effectivement, je l'ai suivi. Au Mhm, départ, c'est elle qui avait vraiment l'intention de venir ici, de venir apprendre, etc. C'est quelqu'un qui a toujours voulu découvrir un peu le monde, apprendre des différentes cultures. C'est aussi quelqu'un qui, d'un point de vue éducation, aime bien faire des études dans de belles écoles, etc. Donc, c'est quelque chose qui la fascinait, qui l'intéressait beaucoup. Et mhm. donc, quand on s'est fiancés, elle m'a dit qu'elle était sur ce projet-là et si ça m'intéressait. Bon. Je suis un gars à cette époque, c'est sûr que je peux pas dire non. Je suis amoureux, je veux conquérir son cœur, et moi je la suis. J'ai dit, ah, on y va, quoi. Moi, ça va. Même si je savais pas à la base où je partais, ça a pris que je fais des recherches. À l'époque, je savais même pas que le Québec, il y avait une partie francophone en Amérique du Nord. Je savais pas. Ah, comment ça arrive à beaucoup de gens de ne pas savoir, soit c'est la partie francophone qu'on ignore, soit c'est la partie anglophone qu'on ignore. Voilà. Moi, Oui. je croyais que j'entendais parler du Canada. Je savais pas que le Canada était bilingue à l'époque, mais je savais pas que le français. Donc, du coup, j'ai suivi. Ma femme, et puis on est arrivé ici finalement en 2019 avec la famille. On s'intègre, Mhm. on a fait le nécessaire pour s'intégrer comme on peut. Et même là où je vis aujourd'hui à Gatineau, ben, c'est toujours parce que j'ai suivi ma femme, puisqu'elle s'est inscrite à l'Université d'Ottawa. Et je lui ai dit, OK, allons-y, rapprochons-nous de ton université, c'est correct. Moi, comme j'étais déjà à mon compte au Cameroun, je donnais déjà des Mhm. formations au Cameroun, j'avais de la clientèle au Cameroun et surtout dans la diaspora africaine. Donc, une fois Mhm. ici, j'ai continué à donner mes formations à mes clientes qui étaient du côté de l'Europe et après d'intégrer le marché ici. Donc, c'est comme ça que j'arrive ici, c'est comme ça que je m'intègre depuis 6 ans. Je suis bien heureux d'avoir pris cette décision difficile et de sentir que cette terre d'accueil, j'y apporte ma contribution et je compte voilà, continuer de contribuer autant que faire se peut à bâtir cette belle nation. Ah, c'est excellent. Tu me vois sourire. Je me dis, soit c'est elle qui est exceptionnelle, soit c'est toi qui es un homme exceptionnel. C'est Mais elle, d'un côté comme de l'autre, c'est vraiment juste parfait. c'est elle. Elle est exceptionnelle dans le sens qu'elle fait des bons choix et que tu dis, hey, je m'en vais. Ou c'est toi qui es exceptionnel, qui est un excellent mari, Non. qui écoute sa femme, Je ne sais qui pas si écoute tu es un sa excellent femme, mari, il faudra lui poser la question, c'est elle qui répondra à ça. Mais elle mais est... il faut lui dire que c'est vraiment incroyable et que je lui tire chapeau là. Merci beaucoup, je Je lui lui tire dirai. chapeau. Mais je suis privilégié. Ça, c'est génial. Je suis privilégié. Alors,
Donc, tu es venu directement du Cameroun. Comment tu vis le froid du Canada? Donc, 2019, ça veut dire que juste un an après que vous soyez arrivé au COVID, vous avez eu à vivre Oui. le COVID ici et puis ça ne t'a pas fait te poser des questions par rapport au Canada. Tu arrives, c'est les confinements, tu n'as même pas la possibilité vraiment d'explorer, ainsi de suite. Et comment tu as vécu l'hiver? Oui, en ce qui concerne déjà l'hiver, parce que effectivement l'hiver est arrivé avant le Covid, avant le confinement. Mhm. Le Covid était là depuis décembre, mais c'est à partir de mars qu'on a eu vraiment le confinement. Mais Oui. en termes d'hiver, première expérience, naturellement, je viens de Douala où il fait chaud, où il pleut Sauf, oui. régulièrement. Voilà. Mais j'ai toujours aimé le froid. Pour moi, le Ah, froid, l'hiver, c'est ma meilleure saison. ah, Ouais, les gens sont toujours surpris quand je dis ça. On me dit, mais quelqu'un qui vient d'Afrique, qui vient tout droit d'Afrique, qui n'est même pas né ici, et qui dit, pour moi, c'est là, j'adore l'hiver. OK. J'aime ce froid-là, j'aime la neige, je me sens frais, moi je préfère, j'aime beaucoup l'hiver. Euh, les- le printemps, automne, il y a de la pluie. L'automne, c'est beau avec les couleurs, mais la pluie et tout ça, déjà à Douala, j'en ai Mhm. eu bavé, il pleut, je sais pas moi, combien de fois par année et tout. Donc, ça, c'est moins intéressant. L'été aussi, on est dans les extrêmes, il fait trop chaud, Ben, c'est ça. voilà. Donc, Seulement ça au Canada. voilà, c'est les extrêmes. Donc moi, le côté que je préfère, c'est le côté de la neige, c'est le froid. Donc pour moi, ça n'a pas été un défi. OK. Ah, oui, ça n'a vraiment pas été un défi pour moi. Sinon, une petite anecdote quand même qui m'a permis de comprendre que soleil n'est pas égal à chaleur. Ah, Moi, je viens du Cameroun, à Douala, quand on voit le soleil, il fait chaud. oui. Non, la chaleur du Canada est exceptionnelle. C'est ça. Les gens n'ont pas idée, quand ils sont à l'extérieur, n'ont pas idée à quel point l'été est peut-être plus difficile que l'hiver. Oui, Oui. effectivement. Donc, moi, en hiver, ici, j'ai eu une expérience qui m'a bien fait rigoler après. C'est qu'un jour, je devais sortir, je venais d'arriver, je n'avais pas encore mon auto et je devais emprunter le bus. Donc, je regarde sur le GPS, je vois que le bus arrive déjà. Dehors, il y a du soleil. Donc, je sors sans prendre le manteau. Quand je mets le Mm. nez dehors, le froid qui me tape. Ouais. Je suis rentré rapidement, quoi. Je suis rentré rapidement, mais j'ai manqué ce bus-là, mais écoute, il vaut mieux le manquer que de sortir, d'oser quand même sortir en hiver, en plein février, comme ça, sans avoir son manteau. Et il y avait du beau soleil dehors. Donc, c'est une expérience qui m'a toujours fait rigoler de dire ce qu'on Ben, voit. c'est ça les belles histoires d'immigrants. Exact. Belles histoires d'immigrants et qui nous permettent de vraiment de bâtir aussi de belles histoires à raconter à nos petits-enfants à l'avenir. Alors, comme je t'ai introduit au début, là, c'est pas par hasard que tu es là. Tu es vraiment rattaché aux femmes, au développement professionnel des femmes et développement personnel des femmes. Et comme tu as annoncé, tu es formateur, mais toi, tu es formateur dans un concept très spécial. Dans un concept très spécial. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais. Parce qu'on t'a annoncé formateur spécialiste du storytelling. Mhm. Et généralement, parfois, une carte d'affaires ne dit pas toujours la vraie histoire. Tu as vraiment un concept vraiment unique et qui est vraiment exceptionnel. Oui, parle-nous de ce que tu fais. Merci Rose. Et effectivement, Mhm, les gens, je me rappelle encore d'un grand homme d'affaires canadien qui s'appelle Kai Bion. Kai Bion me disait, mhm, Bryce, I've been in business for more than 25 years. I've never mhm, met someone who only does storytelling. He's a storytelling professional. Never. mhm, He might be doing marketing, he might be doing maybe public speaking, but not that specifically. Et c'est vrai, moi, je fais quelque chose de très, très niché, de très, très spécifique, parce que avec mhm. ma mère, j'ai découvert à quel point une histoire pouvait changer la vie. Écoute, Rose, si je veux te raconter ma petite histoire, c'est que moi, Oui. mes parents se séparent quand j'ai l'âge de 5 Mhm. ans. OK. Et quand mes parents se séparent, ma mère part. Donc, elle Mhm. m'abandonne. Je suis avec ma petite sœur, elle nous abandonne et elle part.
Et mon père va aller me laisser au village à l'ouest du Cameroun, dans les montagnes, dans un petit village qui s'appelle Fotuni. Il va me laisser là-bas. Il va laisser ma soeur qui était beaucoup plus jeune, moi j'avais 5 ans, elle avait à peine 1 an et demi. Il va la laisser, elle, chez ma grand-mère maternelle qui vivait à Douala, à Mhm, quelques kilomètres de la maison de mon père. Donc du coup, il savait qu'il pouvait voir ma petite soeur tous les jours parce qu'elle était plus jeune, mais moi j'étais loin. Et au village, mhm, c'est quand même compliqué parce que j'arrive au village et personne ne parle le français, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau qui coule sur le mur, la toilette c'est spécial. Bref, je suis en brousse, quoi. C'est très douloureux pour moi, mais je me rappelle ma grand-mère, maman Agnès, qui a su me prendre dans ses bras, me rassurer, etc. Et j'ai vécu là-bas presque 4 ans. Et c'est là-bas que mhm. j'ai été initié aux histoires. C'est-à-dire que tous les soirs autour du feu, on racontait une histoire pour se divertir, pour faire passer le temps. Et moi, Ouais. c'est ça. Et moi, là-bas, je n'entendais rien du patois. Je venais d'arriver, je venais Mhm, de la ville, je n'entendais rien du patois. Mais quand on racontait des histoires, je me sentais transporté et j'étais plus calme. D'ailleurs, le premier jour, la première soirée où mon père m'a laissé, où j'ai beaucoup pleuré, ma grand-mère a raconté plus tard à mon père que ce soir-là, quand que la première personne a commencé à raconter son histoire, Tony, 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 ça veut dire histoire raconte, histoire raconte. Ma OK. grand-mère dit que je me suis tu, un peu comme si je comprenais ce que la personne disait alors que je ne comprenais rien. Mhm, La personne racontait un patois. Donc, ce qui fait que j'ai été initié comme ça. Mon père se remarie mhm, et je retourne donc en ville lorsqu'il nous fait revenir à la maison. On a maintenant une nouvelle maman et tout. Et puis, malheureusement ou heureusement, au début, ben, je vais dire malheureusement, au début, dans le tas, pour moi, c'est très difficile. On sait que les garçons sont parfois très attachés à leur mère. Donc, entre la femme de mon père et moi, ça se passe très mal parce que je ne l'accepte pas comme étant ma mère. Mon père me la présente comme étant ma mère et puis moi, je dis non, c'est pas ma mère. Elle ne se ressemble même pas. Tu viens me dire que c'est ma mère. Donc, ça a été très, très difficile entre elle et moi. Et puis, euh, à chaque fois, je me demandais, mais elle est où ma mère? Comment est-ce qu'elle peut partir comme ça? Moi, j'ai jamais vu une mère qui abandonne ses enfants. Moi, de là où je venais, autour de moi, à l'école, au quartier, en général, c'est mhm. les papas qui partaient. Ouais. C'était pas les mamans. Les mamans étaient avec les enfants. Donc, parfois aussi, on se moquait de moi à l'école quand on savait que, voilà, je sais pas, avec ma mère et tous les gens ne comprenaient pas. Donc, j'ai grandi avec cette frustration-là, sans jamais savoir où OK. elle était. Devenu un peu plus grand, j'ai fait quelques recherches et tout auprès de mes oncles qui eux aussi avaient disparu, mais personne ne savait où elle était. Et en 2012, on me dit, Brice, ta mère serait décédée en Guinée équatoriale. Apparemment, on aurait Oh, vu son corps là-bas et tout ça, machin. Et c'est douloureux pour moi. Je dis, waouh, pendant tout ce temps, elle était ici à côté en Guinée équatoriale et personne n'a su. Comment maintenant qu'elle est décédée, vous venez me dire et tout. Je me suis fâché. Mais après, j'ai dit, OK, c'est la vie. J'ai fait mon deuil et puis on passe à autre chose. Euh, mhm, En 2013, la jeune dame que je courtisais et à qui j'ai offert de belles roses m'a dit oui en 2013. En 2014, on s'est mariés. En 2015, on a eu notre premier enfant. Puis en mhm. 2016, ma mère revient. Je revois ma mère en 2016, le 20 juin 2016. Je bossais Wow. pour une multinationale au Cameroun. Mon téléphone sonne cet après-midi-là. Mhm, Et on crie au téléphone, Brice, viens, 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 c'est un miracle, ta mère est là, ta mère est revenue, ta mère est là. Je dis, mais on parle de quelle mère? On me dit, mais maman Élise est là, viens voir maman Élise. Et maman Celle qui Élise, était décédée? oui, c'est qu'on m'avait dit qu'elle était décédée en 2012. Mhm, Et quand je rentre, je m'en vais là où elle était, j'arrive, il y a plusieurs mamans qui sont assises là. Effectivement, je reconnais ma mère. Sauf que, bon, elle avait pris un peu de vieux et mhm. elle avait le visage boursouflé, comme si elle était tombée ou elle avait fait la boxe, je sais pas. Mais je la reconnais quand même. J'avance, elle se lève, euh, elle me prend dans ses bras, je la prends dans mes bras et je lui demande, maman, d'où viens-tu? Et là, elle se met à pleurer. Il y a une femme, la femme qui était assise à côté d'elle me dit, écoute mon fils, s'il te plaît, assieds-toi, je vais te dire ce qui se passe. Donc je prends place et cette dame-là me dit, écoute, ta mère est malade. Ta mère fait des crises de folie. Moi, j'étais en Guinée équatoriale en mission et ta mère, on la connaissait comme la folle du quartier. Elle errait partout là-bas, elle Oh, errait dans les wow. rues. Oui. Et puis, Mhm, un jour, un dimanche, j'allais à l'église et ta mère m'a interpellé, s'il vous plaît, aidez-moi, je vais rentrer au Cameroun, je vais revoir mes enfants, s'il vous plaît, je ne suis pas fort, aidez-moi. Et je me suis rapproché de ta mère pour lui donner
quelques pièces d'argent parce je voulais la dépanner aussi qu'elle n'ait pas mangé. Et là, ta mère me retient par la main et elle se met à me raconter son histoire. Je suis tellement touché, Brice, par l'histoire de ta mère que je décide de la prendre de la rue. Je l'amène chez moi, je lui coupe les cheveux, je la lave, je les bêche pendant plusieurs mois. Ta mère m'a fait voir de toutes les couleurs, mon enfant. Elle m'a fait voir de toutes les couleurs parce qu'elle a les crises, parfois elle est violente, elle casse des trucs, elle peut sortir le matelas quand il pleut, elle met dehors et tout. Mais l'histoire que ta mère m'avait racontée était tellement forte que je ne pouvais pas la renvoyer dans la rue. Je ne pouvais pas. Et je suis heureuse que l'histoire que ta mère m'avait racontée ce jour-là était vraie. Je suis content de voir elle a des enfants, effectivement, elle vient de quelque part. Et voilà, Rose, comment est-ce que je revois ma mère plus de 25 ans après, Wow. à une inconnue, grâce à une Mm, inconnue à qui ma mère a raconté son histoire. Si ma mm. mère n'avait pas raconté son histoire, peut-être qu'elle serait encore dans les rues de la Guinée équatoriale à errer ou à mendier. C'est Si ça. Et toi, tu aurais continué ta vie en pensant qu'elle est décédée depuis Exact, longtemps. exact. Si elle Ouais, n'avait pas raconté son histoire, peut-être que voilà, je ne l'aurais plus jamais revue. Si elle n'avait pas raconté son histoire, je ouais, ne serais pas ici aujourd'hui, ce ouais, soir. Et c'est là où le déclic est parti. C'est là où j'ai compris à quel point Rose, notre histoire, c'est notre super pouvoir. mm, Ce qu'on a de plus précieux, c'est ce qu'on a vécu. Et prendre ce qu'on a vécu et de pouvoir sublimer ça avec les mots qu'il faut, la structure qu'il faut, ça permet de connecter avec le cœur des gens et aller depuis la multinationale pour laquelle je travaillais, j'avais un bon salaire, bon niveau de vie, j'avais un revenu largement au-dessus de la moyenne camerounaise. Je me payais des mm, vacances à Dubaï 2 fois par année, femme, enfant. J'ai quitté tout mm, ça, Rose, pour créer mon entreprise et dit, moi, je vais aller annoncer cette bonne nouvelle-là. Il y a eu, c'est pour ça que je dis aux gens toujours, euh, ce, je- c'est- je- ce n'est pas de l'entrepreneuriat, ce n'est pas du business que je fais. Je mhm, fais J'accomplis une mission qui m'a été assignée spirituellement. Parce que mhm, si ce n'était pas quelque chose de plus fort, de plus grand que moi, je n'aurais pas quitté le confort que j'avais pour commencer à faire des choses que personne ne comprenait même au Cameroun. Personne ne comprenait de quoi mhm, je parlais au début. Donc, ouais, voilà comment j'en suis arrivé là et voilà comment, fil en aiguille, j'ai continué à travailler, à aider les gens, à montrer à quel point notre histoire, c'est notre pouvoir, notre histoire. Mon slogan, c'est ça, ton histoire, c'est ton super pouvoir. Ton histoire, absolument. c'est ton super pouvoir. Et donc aujourd'hui, ce que je fais aux gens, c'est d'aider les gens à s'approprier, surtout les femmes, à s'approprier ce qu'elles ont vécu et Mhm, d'utiliser ça comme levier, quel que soit ce qu'elles veulent gagner. Je dis souvent, raconte et gagne. Quel que soit ce que tu veux gagner, une place, un poste, des contrats, de l'attention, gagner la confiance des gens, raconte ton histoire. mm. Mais ça, c'est tellement, c'est tellement touchant et tellement incroyable que, et j'aime le mot que tu utilises, que le super pouvoir, parce que pendant longtemps, les gens pensaient que la seule façon de raconter son histoire, c'est d'écrire un roman, c'est Mhm, d'écrire un livre, et que aujourd'hui, l'art oratoire, aujourd'hui, on a quand même à l'ère numérique, tu n'as plus besoin d'être publié pour que tu puisses raconter ton histoire. c'est ça. Et que moi, je suis au Canada depuis plus de 30 ans maintenant. Mhm, Et c'est une des choses que, c'est pas que je me lamente, mais que je dis toujours que on est là. Depuis que je suis là, j'ai vu plusieurs personnes, même d'origine africaine, passer ici. Nos histoires ne sont pas archivées. Nos histoires ne sont pas archivées, nos histoires ne sont pas racontées. Comment les générations, même 100 ans plus tard, vont pouvoir se souvenir, savoir que, ben, tiens, il y a tel qui était ici. Parce que vraiment, au-delà de cette connexion, au-delà de vouloir de vraiment même gagner quelque chose, c'est juste cette trace-là. Et je c'est suis ça. contente, comme tu disais, que c'était d'abord partie de la culture qu'on avait d'écouter les contes. Mhm. Chez nous, les bassins, en Guingelaye, Et c'est ça. On commence par là. Oui, tous les soirs, on se rassemble là, et puis on raconte des contes. C'est comme ça qu'on transmettait la connaissance à travers ces contes-là, à travers les fables, et ainsi de suite. Mais on voit quand même aujourd'hui, historiquement, c'est très important de pouvoir capturer les histoires des gens. Et tout le monde n'est pas toujours convaincu. Comment toi, tu arrives donc à convaincre les femmes de pouvoir
vraiment connaître leur histoire, non seulement connaître leur histoire, et puis pouvoir monter l'histoire de façon à partager son vécu avec d'autres personnes et de voir une force dans leur histoire. Comment tu arrives à convaincre les femmes? C'est une très, très bonne question. Là, je vais te parler de quelques objections que les femmes avancent souvent pour ne pas oser s'approprier et raconter leur histoire. Première Mhm. chose, c'est que les gens vont souvent dire, j'ai rien de spécial à raconter, j'ai pas vécu une Ouais. situation extraordinaire comme toi, Brice, tu revois ta mère 25 ans plus tard, c'est vraiment digne d'un film d'Hollywood, etc. Beaucoup vont dire ça. Mhm. D'autres vont dire, Brice, moi, je vais pas raconter mon histoire parce que je suis pas sûr que ça va pas intéresser les gens. Qu'est-ce que ça? Oui, j'ai vécu ça, je suis passé par ça. Et alors, il y a d'autres personnes, plein d'autres personnes qui peut-être vivent la même chose et donc, faut pas venir. Ça, c'est la deuxième. La Ouais. troisième chose, la troisième chose, c'est que parfois les gens me disent, Brice, moi, je ne veux pas exposer ma vie, je veux pas forcément que les gens sachent que j'ai vécu ça. Voilà les trois objections régulières que je reçois. Je n'ai pas Ouais. quelque chose de spécial à raconter. Brice, je ne suis pas sûr que ça va intéresser les gens. Brice, je ne veux pas m'exposer. Mhm. Moi, ce que je fais pour les convaincre, je dis, premièrement, il faut comprendre que tout ce que tu as vécu, en fait, tu l'as vécu pour partager le fruit de ça avec des milliers d'autres personnes. Moi, je suis croyant, je crois en Absolument. Dieu. Voilà, je crois en Dieu. Et ce que je dis souvent, c'est que moi, je pense que quand Dieu veut passer un message, quand il veut aider les gens, il cherche toujours une personne, un homme, une femme, quelqu'un, et il te fait vivre quelque chose pour que tu tires de là les fruits que tu vas partager aux autres pour résoudre les problèmes des gens. Comme par exemple, Absolument. comme une femme enceinte. Je Mhm. dis, ce qu'on a, nos histoires, c'est comme la grossesse. Ce qu'on vit, c'est comme la Ouais. grossesse. Dans la grossesse, il y a le processus douloureux de l'enfantement, etc. Mais quand on enfante, finalement, on est bien content de cet enfant-là. Mais l'enfant qu'on enfante, ce n'est même plus pour nous. C'est pour le C'est monde. ça. Parce que cet enfant-là vient pour Mhm. apporter des solutions au monde. Il vient pour être quelqu'un qui va jouer un rôle dans la société. Il n'est plus pour toi, en fait. Mhm. Donc, c'est exactement ça, quoi. Ce qu'on a vécu, en réalité, on ne l'a pas vécu pour soi-même. C'est aussi comme, j'aime bien prendre aussi l'exemple du djembé. Quand je tape le djembé, là, je dis pour que le Ouais. djembé émette un son que les gens vont danser, il faut le taper. Il faut qu'il... Pour que le piano émette un son, une mélodie agréable, il faut le presser. Ouais. S'il pouvait crier le piano, là, il a été dit aïe, ouille, aïe, ouille. Mais il faut ça pour que le son sorte. Donc, ce que je dis aux femmes, Mhm. c'est tout ce que vous avez vécu, en réalité, c'est pour aider les gens. La deuxième Mhm. chose que je leur dis pour les convaincre, c'est qu'écoutez, mesdames, vous savez, je rencontre beaucoup de femmes qui sont très ambitieuses, qui veulent faire des choses, qui veulent avoir de l'impact et tout. Et moi, à ces femmes-là, je leur dis, l'un des meilleurs véhicules pour vous aider à prendre votre place et avoir l'impact que vous voulez avoir, c'est votre capacité à sublimer votre leadership, à sublimer votre intelligence, à sublimer votre passion, votre drive avec ce Mhm. moteur qui est votre histoire, qui est votre vécu. C'est toujours excellent qu'il y ait un lien entre l'impact qu'on veut avoir, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser et ce qu'on a vécu soi-même. Ça crée un Mhm. mouvement et c'est un bel outil. Et finalement, troisième chose que je dis aux femmes, c'est que je suis là pour vous tenir par la main. Mhm. Comment structurer l'histoire? Quels sont les éléments à raconter? Je dis, il y a une différence entre raconter sa vie et raconter son histoire. Moi, je vais vous aider à raconter votre histoire plutôt que votre vie. Donc, c'est de voir quels sont les éléments qu'on va mettre en avant, comment on structure ça et quelle est la plateforme sur laquelle on peut présenter ça de façon à ce que l'impact qu'on recherche, qu'on puisse l'avoir. Et donc, quand ce triptyque-là est mis ensemble, en général, les femmes me disent, oui, j'embarque, oui, aide-moi, oui, je veux ça. Donc, ça peut être des femmes entrepreneurs, ça peut être des femmes leaders, Mhm. ça peut être même des femmes qui sont salariées en entreprise, qui visent à avoir peut-être des promotions ou plus d'impact dans leur présentation en entreprise, etc. Toutes ces femmes, c'est comme ça que Mhm. je les accompagne. Ah, mais ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que les objections que tu mentionnes là, c'est ce qu'on entend, mais en même temps, les femmes oublient que tout le temps, c'est l'exercice qu'on fait partout dans la vie, souvent. Quand tu vas chercher du travail, composer un CV, Mhm. composer un CV, c'est aussi une autre façon.
de s'asseoir et regarder son histoire, voir comment je vais raconter mon histoire professionnelle jusqu'à ce que ça me donne cet emploi-là. Mhm. S'introduire quelque part, qui est se présenter à quelqu'un, il faut que tu composes une partie de ton histoire. Comme ça, tu vas pouvoir t'introduire. Tout Et à c'est vrai qu'on est souvent très rapide à trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose. On est très rapide souvent à avoir peur sans réaliser qu'en fait, on fait ces mêmes choses-là à d'autres instances, mais c'est juste qu'ici, ça a un autre angle, mais tout à c'est les fait. mêmes choses on fait déjà, en fait. C'est les choses qu'on fait déjà. On raconte son histoire sans réaliser que, mais c'est ce qu'on fait, Tout à fait. raconter son histoire à plusieurs, mais c'est juste qu'ici, il va falloir avoir un autre regard, un autre aspect, un autre objectif Tout à fait. dans cette façon de raconter. Alors, je suis un peu curieuse de savoir, est-ce que, comme tu le fais à travers, c'est quoi, trois, quatre continents en même temps, tu vas en Europe, tu le fais en Afrique, tu le fais en Amérique du Nord, Oui. euh, quelles sont les histoires que tu vois encore que les femmes sont réticentes à dire, ouais, bon, je vais quand même pas raconter ce côté-là. Qu'est-ce qui est encore tabou là pour la plupart des femmes que tu rencontres? C'est quoi les aspects qu'elles trouvent encore tabou, qu'il faut cacher, il faut pas dire, et ainsi de suite. C'est une très bonne question, Rose, et puis je te remercie beaucoup. Tes questions sont super pertinentes. Ça me permet effectivement de rentrer dans des aspects que je n'avais même pas imaginé. Je te remercie beaucoup pour la qualité de tes questions. Et ça me permet, cette question-là me permet de donner un cas, un Ouais. cas, un ou deux cas je reviens de la Suisse dernièrement, où Mhm, j'ai eu deux formations, une formation le jeudi 16 octobre et une autre formation le samedi 18. mhm. Et ce qui est ressorti de ça, j'ai eu deux profils. L'un des profils que j'avais, qui avait une réticence à aborder ce sujet-là, c'était le sujet du VIOL, viol. OK. Mhm, Et j'ai collaboré avec quelqu'un qui est psychothérapeute, qui a des outils et tout, et avec qui on parlait. Et dans la conversation tripartite, mhm, la dame s'est rendue compte à quel point ça pouvait être même un sujet de libération et de guérison pour elle, de se sentir mieux, de pouvoir enfin parler de ça, ce qu'elle a tiré de ça, comment est-ce qu'elle a vécu ça, l'expérience. Et parce qu'après, derrière, elle crée une fondation, elle crée un... Et donc, je lui ai fait comprendre que c'est très bien, justement, ta fondation, il faut que ça repose sur ton parcours, ce que tu as vécu, ton expérience. Et pourquoi est-ce que tu es une personne crédible? On doit te faire confiance, les gens doivent cotiser, les gens doivent adhérer à ta fondation, les gens doivent supporter ta fondation, mais parce que tu es quelqu'un qui a vécu ça et tu as dit plus jamais ça. mhm, Et au début, justement, comme je disais, il y avait beaucoup de réticence. Et puis, elle l'a fait. Et aujourd'hui, elle est super contente de l'avoir fait. Elle se sent mieux. Et là, elle a envie de le crier sur tous les toits, quoi. De le dire à tout le monde et de dire que c'est pas une fatalité. Aux femmes, ne vous taisez pas, ne restez pas dans votre coin. C'est pas une fatalité. Parlons-en. Voilà, la fondation est là pour vous aider. Et c'est juste magnifique. Ça, c'est un aspect. L'autre mhm, aspect que j'ai eu et qui m'a beaucoup marqué, et ça, je l'ai déjà eu, même ici au Québec, ça c'était en Suisse aussi, mais même ici au Québec, je l'ai déjà eu, c'est une jeune dame qui, elle, avait fait une tentative de s'enlever la vie. Et elle était réticente parce qu'elle se disait, elle ne veut pas donner des arguments à quelqu'un qui pense à ça. mhm, Parce que si elle dit, OK, elle a essayé de le faire, peut-être que quelqu'un qui pense ça dit, ah, donc, ouais, peut-être c'est une bonne idée de le faire, et puis la personne peut passer à l'acte. Et elle avait raison. Moi, j'ai pris mhm, l'angle de ce que je lui dis, et si, dans la structure de ton histoire, tu venais mettre de la lumière, du spotlight, sur tous les dégâts que les tentatives ont créés en toi, et tu mets une deuxième lumière sur à quel point tu te sens privilégié d'être encore en vie aujourd'hui. Tout ce que tu as été capable de faire après, tout ce que tu as vu après, tu as vu à quel point, quand tu pensais que le monde s'effondrait sur toi,
En réalité, mhm, c'était juste une couverture qui te protégeait contre tous les autres intempéries qui allaient venir s'abattre sur toi. Donc le monde est venu te couvrir. Et dans la structure de son histoire, c'est ce qu'on a fait. Premièrement, on a mis suffisamment d'emphase sur tous les dégâts que ça a créé en elle, parce qu'effectivement, il y a eu des dégâts. Je lui ai dit, il faut, émotionnellement, il faut que tu partages concrètement, en toute authenticité, ce que tu as vécu, ce que ça a créé en toi, etc. Parce que ça l'a abîmé de l'intérieur. Elle s'est fait suivre mhm, pendant plusieurs mois, voire même années, pour pouvoir ressortir, se relever de la tentative qu'elle avait fait passer. Elle, c'était les médicaments qu'elle avait ingurgités. Donc la détoxification a pris du OK. temps. Il y a eu plein d'interventions chirurgicales et tout pour elle. Mhm, Elle a mis l'accent dessus. Et ensuite, maintenant, boum, la deuxième phase a été maintenant de montrer à quel point cette dame, c'est une jeune dame extraordinaire. Et d'ailleurs, sa conférence a été applaudie. C'est la meilleure, tout le monde a dit ça, c'est la meilleure conférence de la journée parce que dans le cadre de ces conférences-là, j'ai environ une dizaine de conférenciers qui prennent la parole dans cette journée de conférence. Et elle était là, mhm, top, quoi. Tout le monde a aimé sa conférence. Elle a montré, dans le deuxième volet, comme je disais, ce qu'elle a été capable de réaliser après quand elle est sortie de là. Et elle s'est dit, mhm, waouh, j'aurais perdu tout ça si j'étais parti. mhm. J'aurais pas pu aider toutes ces personnes que j'ai aidées, j'aurais pas pu. Et elle me dit, et elle dit à la fin à quel point, oui, on a le droit de vivre et que si on a l'impression que le monde s'effondre sur nous, là, parfois il faut juste prendre un peu de temps pour voir comment est-ce qu'elle avait pris une bouteille avec du sable à l'intérieur et de l'eau et elle agitait comme ça. Et elle dit que quand c'est Ouais. agité, l'eau a l'air sale et tout, on peut pas. Mais quand on laisse un peu de temps, le sable descend, il va en dessous et on peut très bien voir comment est-ce que l'eau se dégage et qu'il faut parfois juste laisser le temps se calmer et laisser le temps, la tempête va passer. Et c'était extraordinaire. Donc ça, c'est deux exemples concrets que j'ai vécu dernièrement. Je reviens de mon dernier voyage là en Europe. J'étais en France et en Mhm. Suisse et puis voilà quoi. Donc c'est ce Mais genre ça, de... c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Parce qu'au début, quand tu commences, tu as envie d'aider les femmes à dire leur histoire pour essayer de s'élever, ainsi de suite. Mais en fin de compte, tu es en train de libérer les femmes des traumas, des Sans, traumatismes. Tu sans es en être train de médecin, libérer, sans être... C'est ça. vraiment, tu es en train de libérer les femmes des mutismes qui les tuent, qui les enferment et qui les réduisent à une vie moins que ce qu'elles méritent de vivre. Mais Exact. c'est vraiment extraordinaire. Et je suis contente quand on se parlait avant qu'on ne vienne en ondes. Tu disais que tu as laissé l'histoire du coach et Oui. que tu es vraiment plus formateur. Parce que oui, tu fais plus que le coach. Tu es vraiment plus un libérateur. On va pas prendre le slogan de Longueuil, Longueuil. Longueur, longueur. Mais tu es plus libérateur, en fait. Comment tu te sens souvent quand tu finis la conférence, quand tu t'assieds, tu te dis quoi? Je pleure. Oh, Je pleure. pourquoi? Oui, je suis quelqu'un de profondément sensible et quand parfois les témoignages parfois sont enregistrés et tout. Parfois, je porte mon ordinateur, je m'en vais m'asseoir dans mon Mhm. lit, je dis à ma femme, regarde, et puis on passe les témoignages les uns après les autres de ce que les femmes disent, et puis je pars en pleurs, quoi, parce que je me dis, Wow. quelle mission, Seigneur, tu m'as donné, quelle mission. Je me sens, voilà, c'est un privilège immense quand je lis parfois des messages que les femmes m'envoient et me disent, Brice, merci, l'expérience que tu m'as fait vécu, voilà, je fais ça, tu m'as fait vivre, voilà, je fais Mhm. ça. Il y a des femmes qui disent, moi, je vais sur toutes tes conférences, elles sont en Europe, elles disent, moi, je vais venir au Canada, sur les prochaines conférences, je veux venir, tu m'as fait pousser des ailes, et ça, c'est, voilà, je pleure juste, c'est-à-dire que je suis en gratitude extraordinaire, et puis je pleure, c'est ce que je ressens. Oh, wow. Mais ça, c'est vraiment incroyable. Et puis, j'aime le mot que tu as utilisé qui est, mais quel Oui. privilège de pouvoir être la personne qui a une idée qui est partie de pratiquement rien du tout, Mhm. qui est partie d'un accident et puis qui devient quelque chose qui libère les femmes à des niveaux que tu ne pouvais même pas imaginer il y a quoi? Il y a 10 ans, il y a 15 ans, C'est il y ça. a 15 ans, et puis tu arrives à ce niveau-là. C'est vraiment extraordinaire. J'ai hâte de pouvoir assister à une de la conférence que tu fais au Canada. Laisse-moi savoir.
Oui, Laisse-moi savoir, comme ça, je viendrai. avec grand Je plaisir. viendrai pour pouvoir vivre cette expérience-là. C'est vraiment génial. Mais je pense que c'est très important parce que c'est encore ce matin que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je disais que la chose qui tue les femmes le plus, c'est le silence. Les femmes ont tellement de choses enfuies en elles, tellement parce que les femmes, prennent. Elles en prennent tous les jours. C'est des coups à gauche, à droite, partout. Et puis, elles les prennent, elles enferment, elles ferment, elles ferment, elles ferment, elles ferment, elles ferment. Et je pense que c'est vraiment un travail extraordinaire de pouvoir se concentrer à pouvoir aider les femmes de cette façon à pouvoir se libérer. Raconte ton histoire. Libère-toi, dis aux gens. Tu vas inspirer d'autres personnes, tu vas toucher d'autres vies. Et puis toi-même, tu vas sentir que ça va te permettre de valoriser ton vécu parce que tu vois que, tiens, mon vécu que moi je croyais douloureux, la peine, ainsi de suite, ça crée un mouvement positif parce que ça touche d'autres personnes. Oui, je vois Jocelyne qui lève la main. Tu as une question? Oui, oui, bien sûr. Bonsoir, Monsieur Oui. Kanga. Kamga. Bonsoir, Oui, bonsoir Jocelyne. S'il te plaît, oui, appelle-moi Brice, pas de oui. monsieur, pas Ok, de... S'il te c'est plaît, bien. dis Brice. C'est bien alors. Ok, mais dis-moi, Brice, quand tu fais tes conférences, c'est quoi le ton public? C'est uniquement des femmes ou c'est aussi les hommes qui Non, sont là? c'est principalement les femmes. C'est principalement les Oui, femmes. c'est les femmes. Avec le thème Ton histoire, c'est ton super pouvoir. Approprie-toi ton histoire. C'est les femmes. C'est les femmes. Ça s'appelle, les conférences s'appellent Elle raconte ou bien alors le pouvoir de ton histoire. Oui, c'est vrai que notre histoire, c'est pas forcément à travers les livres qu'il faut raconter son histoire. Et bien sûr, les gens sont réticents. Même moi qui suis ici, je dois écrire quelque chose avant de quitter cette terre. Maintenant, quand quelqu'un t'approche, comment ça se passe? Alors, effectivement, quelqu'un m'approche, c'est du cas par cas, donc ça dépend de ce que la personne veut faire. Tu vois, par exemple, toi, dans ton cas, tu as déjà une idée, tu te dis, tu veux écrire quelque chose. Et dépendamment de ce que tu fais comme activité professionnelle, de là où tu t'en vas, du temps que tu as de disponible pour mettre dessus, à investir, ben, on s'assoit et puis on définit un plan. Tu vois, par exemple, ce qui concerne les livres, quand quelqu'un veut écrire un livre, euh, Oui, oui, je dis souvent que le livre et la conférence sont intimement liés parce que, euh, en réalité, l'un permet de promouvoir l'autre. C'est-à-dire que le livre permet de promouvoir tes conférences. Les conférences, quand tu les donnes, permettent de promouvoir tes livres devant tes livres. Donc, dans la conception de l'écriture, de la structure du livre, mais on pense toujours en termes, OK, conférence, si tu devais donner une conférence avec ça, comment est-ce que tu ferais? Et très souvent, certaines des femmes que j'ai accompagnées veulent avoir les deux, c'est-à-dire qu'on travaille sur le livre et après on travaille également sur livrer la conférence, puisque quand le livre est fait, c'est vraiment, quand j'accompagne les gens pour les livres, c'est de A à Z. Ça veut dire que c'est de l'idée que tu as, la structure, tac, 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 jusqu'à mettre ton livre en ligne, peut-être sur Amazon, jusqu'à ce qu'on le mette en ligne, jusqu'à organiser la conférence dédicace, la première conférence dédicace. En général, je me déplace, j'ai des clientes un peu partout. J'organise souvent, on a le temps de planifier ça. Je vais sur place et donne sa conférence. Donc, c'est un deux en un. C'est vraiment ça, ça dépend de ce que tu fais, où est-ce que tu t'en vas et est-ce que tu désires l'angle d'impact que tu veux avoir sur les gens. ok, OK. merci. Merci beaucoup pour Super. ta question. Alors, pour le peu de temps qui nous reste, je Oui, voudrais quand même wow, capturer. euh, c'est passé vite, ben hein, oui, Rose. ça passe souvent vite, ça passe très, très vite. Tu vas, tu vas Euh, m'inviter encore parce que là, tu vas encore m'inviter Certainement, dans un an. certainement. Alors, pour le peu de temps qui nous reste, je veux capturer le fait que tu as détresse. Tu as Et détresse. Alors, parle-nous comment c'est arrivé que euh, à partir de quel moment tu commences à te tresser? C'était quand le premier enfant naît? Parce que généralement, les hommes, il y a un moment exceptionnel comme ça là dans la vie. Alors,
l'histoire de tes tresses. Merci beaucoup. Déjà, il faut dire que moi, j'ai toujours aimé les cheveux. Ma femme me dit toujours, tu as de beaux cheveux, j'aimerais que nos enfants aient tous tes cheveux, etc. Nos filles, elle dit, les filles, il faut qu'elles aient les cheveux de leur papa, machin. Alors, j'ai toujours aimé garder les cheveux, mais au Cameroun, j'étais un leader de jeunes, que ce soit à l'école, que ce soit au quartier, que ce soit rapidement, j'étais dans les associations, j'étais vraiment un leader de jeunes au quartier. Les parents du quartier estimaient que j'étais très précoce, plus mature que mon âge par rapport à mes amis et tout. Et dans ce désir de garder les cheveux, là, je l'ai tout fait parce que dans la perception, ça aurait été associé à quelque chose de pas bon, à quelque chose de négatif, c'est des voyous et tout. Et donc, je me suis privé de ça jusqu'à ce que j'arrive au Canada. Quand j'arrive au Canada, oui, quand j'arrive au Canada en 2019, je ne me coupe plus les cheveux. Ce OK. qui fait que quand on entre dans la COVID, je commence à avoir l'afro, c'est comme ça que je commence à garder. Et après, Mhm. je travaille ça, puis je m'en vais chez une dame à l'époque qui a commencé donc à me faire les racines d'abord. Après les racines, maintenant on a entamé tout le processus pour que ça devienne des locks. Et c'est comme ça que j'ai laissé, parce Mhm. que pour moi, j'ai toujours aimé les cheveux. Je me sens très beau avec mes cheveux. Je me sens moi-même parce que je suis africain et chez nous, nos Mhm. ancêtres, ils laissaient les cheveux, les hommes laissaient les cheveux. Les cheveux sont un signe de beauté et de puissance aussi. Donc, moi, je Mhm. laisse mes garçons, je les laisse avec ça aussi. Ils ont les locks. C'est comme ça que j'en suis arrivé là, quoi. Ça a été de me dire, ah, je suis arrivé ici maintenant. OK, il n'y a plus trop de jugement. C'est vrai que même ici, il y en a encore parce que, voilà, Ben, mais ça dépend du milieu dans lequel tu es, mais la plupart du temps, ça court les rues, là. Tous les gens ont Exact, des tresses. effectivement. Effectivement, Ouais, c'est différent du Cameroun d'où je viens. Donc, ouais. voilà. On te laisse un peu tranquille avec tes tresses Oui. ici. Et Alors, alors, petite mhm, anecdote rose. Au début, ouais, mon papa, il me disait, mais c'est quoi ça sur la tête? Tu es un leader, tu es un modèle, les gens te regardent, tu es sur les réseaux sociaux partout. Écoute, comment tu peux faire ça? Je lui ai dit, papa, si tes amis te mettent la pression au quartier, qu'ils voient ton fils avec les cheveux, machin, là, laisse-moi tranquille, là. Et puis aujourd'hui, il est super content. Je suis rentré au Cameroun en 2013, 2023, j'ai donné une conférence là-bas. Et tous ses amis étaient ouais, là. C'était une conférence bondée de monde et tous mhm. ses amis étaient là, tous appréciaient, mais ils disent que ça va très bien avec mon costume. Ils disent, waouh, ta coiffure là, Brice, ta coiffure là. Donc aujourd'hui, tout le monde a accepté. Mais c'est bien, on va continuer à les conquérir un à un. Et c'est vrai que souvent on oublie que historiquement, nos ancêtres laissaient leurs cheveux, hein. Oui, oui. Laissaient leurs cheveux parce que quand on voit vraiment des histoires dans le temps, là, les cheveux les entretenaient, les laissaient pousser. Et c'est vrai que c'est très important de continuer à raconter les histoires. Alors,